Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie de traiter un beau sujet ce matin avec une amie, grand professeur de lettres classiques, agrégé de lettres classiques, ce qui est maintenant assez rare, et spécialiste aussi du sujet que nous traitons. L'Association des Amis de Brasiliac vient de rééditer la biographie de Corneille par Brasiliac. Et Brasiliac étant lui aussi un fou des lettres classiques, il traduisait le grec et le latin. Il a traduit une anthologie des poèmes grecs. J'ai trouvé que Odile Almès, puisque c'est son nom. Bonjour Odile. Bonjour Anne, merci de l'invitation. Et j'ai trouvé que nous ferions une bonne émission toutes les deux sur ce beau sujet. Alors, pour vous plonger dans le bain tout de suite, si je puis dire, je voudrais rappeler aux plus âgés d'entre nous qui avons tous appris ce texte par cœur, qui avons récité ce texte par cœur, et pour faire comprendre aux plus jeunes ce bonheur inouï de ce style de Corneille, si original, qui fait qu'au bout de 50 ans, 60 ans, on continue à entendre ces vers, je vais vous lire ces stances, une partie de ces stances du Cid, avec percé jusqu'au fond du cœur d'une atteinte imprévue, aussi bien que mortelle. Faut-il laisser un affront impuni? Faut-il punir le père de Chimène? Réduit au triste choix, ou de trahir ma flamme, ou de vivre en infâme. J'attire en me vengeant sa haine et sa colère. J'attire ses mépris en ne me vengeant pas. Des devoirs, l'un m'anime le cœur, l'autre retient mon bras. L'un me rend malheureux, l'autre indigne du jour. Voilà, c'est ce débat extraordinaire du Cid. Que s'est-il passé, Odile, dans la pièce? Ça, je crois que tout le monde le sait. Et pas tout le monde. Si tout le monde le savait, nous n'en serions pas là aujourd'hui, chère Odile. C'est le leitmotiv de cette émission. Alors, le père de Chimène, qui s'appelle le comte Dongormas, a eu l'imprudence de donner un soufflet, une gifle, au père de Rodrigue, qui s'appelle Don Diègue. Et ce soufflet le déshonore. L'honneur, c'est sacré. Et Don Diègue est trop âgé pour se venger lui-même. Il aurait bien voulu, mais son épée est restée entre les mains de l'adversaire. Donc il a besoin de son fils pour le venger. Donc ça commence, comme tout chacun sait, par « Rodrigue, as-tu du cœur ?» Et il répond « Tout autre que mon père l'éprouverait sur l'heure. » Et au lieu d'être fâché, le père est ravi. Agréable colère, digne ressentiment, à ma douleur bien doux, etc. Donc, c'est seulement à la fin que le père lui dit oui, plus que brave soldat, plus que grand capitaine, il est le père de Chimène. Et Rodrigue répond ne réplique pas, je connais ton amour. Donc il le laisse prononcer 2 lettres, un article, rien de plus. C'est quand même un père extrêmement tonique, si j'ose dire, et pour ne pas dire autoritaire. Et voilà ce pauvre Rodrigue, donc devant ce choix à faire. Voilà, entre sa fiancée et l'honneur. Nous sommes dans une atmosphère où l'honneur est sacré, où l'autorité du père est sacrée. Nous sommes dans un monde qui a quelques différences avec le nôtre, et plus on avance dans le temps, et plus les différences apparaissent. Mais au temps de Brasiliac, il n'en est pas ainsi. Et la première chose que nous allons voir, c'est ce bonheur de Brasiliac à traiter ce beau sujet de la vie de Corneille, parce que
il faut replacer les choses dans leur décor. Brasiliac, jeune écrivain, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, jeune journaliste maurassien qui a travaillé à l'Action française, jeune normalien brillantissime, jeune critique littéraire, toujours à l'Action française, est sollicité. Il a déjà écrit une biographie de Virgile qui s'appelle Présence de Virgile, sous-titrée Virgile sauvé de la Sorbonne, parce que c'est excellent. Parce que Brasiliac, comme Maurice Bardèche, ont tout de même un certain recul à l'égard de certains professeurs qui ne font que répéter ce qui a été écrit avant eux et ce qui ne fait pas avancer beaucoup la connaissance, évidemment, littéraire. Et Annie Jamet, une femme assez étonnante qui a déjà 6 ou 7 enfants et qui est à la tête d'une société de conférences, les conférences Rive Gauche, et lui demande des conférences sur Brasiliac. Et il en donne... Sur Corneille, pardon. Et il en donne 3. Et malheureusement, cette femme brillantissime, passionnée de théâtre comme Brasiliac, va mourir. Et c'est donc elle qui est à l'origine de ce livre. Et que voyons-nous dans cette enfance de Corneille? Eh bien, c'est que Brasiliac et Corneille ont vécu ont bénéficié de la même instruction. Quelle est cette instruction d'une école de jésuites à Rouen dans les années 1650, 60 ? C'est une école particulièrement fondée sur les humanités grecques et latines. On lit les textes en grec et en latin. D'abord, on se lève à 5 heures. Oui, justement, la discipline était quand même très sévère. Lever à 5 heures du matin, dormir en dortoir. Et puis le petit déjeuner n'arrivait que 3 heures après. Oui, oui. Après l'étude et après la messe. Voilà. Et la répétition des leçons de la veille auprès d'un directeur des études, avant que les cours proprement dit ne commencent. Oui, mais qu'est-ce que ça donne? Ça donne de brillants normaliens. Oui. Et ça donne un homme comme Corneille, qui a travaillé d'arrache-pied avec une facilité extraordinaire. Et on insistait énormément sur l'éducation de la volonté. Et ça, c'est important. On oublie souvent cela. C'est absolument indispensable dans la formation d'un adolescent, la volonté. Et on insistait aussi sur la manière intelligente de faire des choix dans la vie. Ce que nous avons encore, pour ceux qui pratiquent ces choses-là, dans les retraites de Saint-Ignace. N'est-ce pas ? Vous avez raison. Dans les retraites de Saint-Ignace, à la fin de la retraite, on vous invite à faire un choix important sur une feuille de papier, format A4, avec un trait au milieu et 2 colonnes. Ah oui. Avantages, inconvénients de telle ou telle solution en vue de mon salut éternel. Absolument. Pas en vue de l'argent à gagner ou choses comme ça. Et ils apprenaient cela, à faire des choix. Et c'est cela qui a donné, dans 2 grandes tragédies de Corneille, les fameuses stances. Les stances, ce n'est pas des monologues. C'est beaucoup plus sérieux qu'un monologue. C'est structuré et c'est fait pour aboutir à une solution. Ce n'est pas le monologue de Lorenzaccio, par exemple, dans la pièce de Musset, où là, à la fin du monologue, il en est à peu près au même niveau qu'au début. Il a simplement tourné en rond dans ses contradictions. Tandis que les stances, c'est fait pour aboutir à une solution. Mais vous savez ce que j'ai appris en relisant tout ça? Les 6 stances du monologue de Rodrigue correspondent aux 6 parties du discours théorisé par Aristote dans la rhétorique. Vous me l'apprenez, mais c'est... L'exorde, oui, moi je l'ai appris aussi. Mon savoir est très récent. On apprend tous les jours. Oui, moi j'apprends encore aujourd'hui. L'exorde, la narration, la division, la confirmation, la réfutation et enfin la péroraison. Voilà, très bien. On ne prend pas une décision à la légère. Oui. C'est quand même inouï, non? Et à la fin des stances, la décision une fois prise, le héros est joyeux. Parce qu'il a pris sa décision, même si elle est difficile. Parce que ce que disaient aussi les jésuites, c'est qu'en général, c'est la solution la plus difficile qui est la meilleure. Celle qui vous fait le plus souffrir, qui vous demande le plus d'efforts, disons. Et voilà cette décision
courons à la vengeance, puisqu'aujourd'hui mon père est offensé, si l'offenseur est le père de Chimène. Je dois à ma maîtresse aussi bien qu'à mon père, je dois tout à mon père avant qu'à ma maîtresse. Voilà, choix de l'honneur, et de la gloire, choix de la raison sur celui de la passion. Nous ne sommes pas dans des temps contemporains, du en même temps, ça le en même temps, vraiment, ça ne se fait pas, et la solution la moins douloureuse, non, c'est le devoir, la volonté, et j'allais dire la force. Oui. La force, évidemment. Parce que nous voyons beaucoup actuellement autour de nous des gens qui sont ballottés par les événements, comme un bouchon sur les flots, parce qu'ils n'ont pas de volonté. C'est vraiment quelque chose qu'on devrait éduquer chez les enfants. Mais est-ce que justement le fait de ne plus enseigner Corneille n'est pas catastrophique? Si, bien sûr. Mais on a aussi abandonné le latin, le grec, toutes ces disciplines qui étaient extrêmement formatrices. Et oui. Et oui. Comme dit Odile, avec un petit ton désespéré, résigné, tranquille. Mais alors, notre Corneille, écrivain normand de Rouen. Alors, il faut que je vous dise, chers amis, que cette édition est très belle, très très belle. L'édition des 7 couleurs, maison d'édition fondée par Maurice Bardèche, qui a été reprise par l'Association des Amis de Robert Brasiliac. Cette édition est fantastique parce qu'il y a une iconographie de David Gattegno. Et cette iconographie est somptueuse parce qu'on a des reproductions du vieux Rouen, du vieux Paris, et une reproduction de beaucoup de scènes de Corneille. Et c'est un des grands bonheurs. Alors, il faut dire que Brasiliac... Chère Anne, j'ai la même édition que vous, mais reliée. Et comment vous dire, Brasiliac adorait se promener dans les rues des vieilles villes. Et il adorait... il dit Rouen est aussi belle que Burgos, Bruges, Tolède et San Gimignano. Ce qui est vrai, la ville au sans clocher est somptueuse. Moi, je ne connais pas. Et donc, c'est tout près de chez nous. Hein. Oui, avec votre belle voiture, vous descendez sur l'autoroute et vous y passez un week-end. Oui. Et vous y retrouvez Jeanne d'Arc, Corneille et tout le monde. Et donc, Corneille va commencer à écrire des pièces tout à fait frivoles dans l'esprit du temps, avec ballet, avec feu d'artifice. Mélite, Clitandre. Puis l'illusion comique, c'est un peu plus tard, je crois. Oui, c'est un peu plus tard. Et c'est extrêmement baroque. Et c'est baroque, un effet de miroir. C'est étrange. Avec des intrigues à coucher dehors. Très embrouillé, oui. Avec un billet de logement. Oui, très embrouillé. Mais je crois que Corneille lui-même s'y perdait un peu. En tout cas, le lecteur s'y perd. Et alors, qu'est-ce qui fait que, tout d'un coup, il va venir à ces grands sujets, donc le Cid, et puis quelques années plus tard, Polyeucte. Le Cid, 1636. 1636. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Il y a qu'il avait lu une œuvre espagnole sur le sujet. Oui. Je ne sais plus l'auteur, mais nos téléspectateurs le connaissent sûrement. C'est pas Calderón, non, c'est Lope de Vega. Je crois que c'est ni l'un ni l'autre, mais je ne sais plus. En tout cas, c'est la même époque. Il avait lu donc quelque chose. C'est pas Guilhem de Castro, peut-être. Si. Et donc ça l'avait passionné. Je crois qu'il ne parlait pas l'espagnol, mais enfin, il l'avait lu en traduction. Et puis en même temps, on faisait la guerre aux Espagnols. Bien sûr, puisque c'est l'année de la victoire de Corbie. Oui. Eh bien, on s'intéressait à son adversaire. On ne le diabolisait pas à l'époque. Oui. Et l'Espagne fascine, intéresse. Donc, il est parti de là. Il a voulu faire quelque chose d'espagnol et de médiéval. Ben, encore une fois, l'Espagne vit dans l'esprit de l'école des Jésuites et de cette instruction. Le culte de l'honneur... El punto di honor, le sens du sacré, voilà quoi.
Et alors, ça a été un succès énorme auprès du public. Oui, Mais par contre, il y a des vieux grincheux qui ont trouvé qu'ils ne respectaient pas assez les 3 unités, etc. C'est hallucinant. Oui. C'est ça. Une brésilienne qui a une expression marrante, il dit l'association des ratés. Oui, c'est ça, c'est exactement. Et ça l'a beaucoup affecté. Parce qu'après, il est resté sans rien écrire pendant 4 ans. Il fait une retraite. Alors, il fait une retraite, et dans ses retraites, que fait-il ? Il écrit 3 autres pièces. Et il écrit 3 autres pièces. Horace et Polyeucte. Et il reprend son missel, son bréviaire, et il traduit l'imitation de Jésus-Christ. Voilà, il se rapproche de Dieu. Il traduit le Fils de la Vierge. Enfin, il est absolument... Le cantique des 3 enfants dans la fournaise. Et le cantique des 3 enfants dans la fournaise. Je peux en citer quelques passages. Oui. Ouvrage du Très-Haut, effet de sa parole, bénissez le Seigneur, et jusqu'au bout des temps, de l'un à l'autre pôle, exaltez sa grandeur. Ange qui le voyez dans sa splendeur entière, bénissez le Seigneur. Cieux qu'il a peint d'azur et revêt de lumière, exaltez sa grandeur. C'est toujours comme ça. Et on a l'impression que très beau. On a l'impression que saint François d'Assise a repris ce rythme pour il alterne les alexandrins et les hexasyllabes. Et ça, c'est assez nouveau chez lui. C'est très beau. C'est lyrique. C'est lyrique. Et parce que notre Corneille, eh bien, c'est un Normand. Et une des particularités des Normands, eh bien, c'est d'être quelquefois mélancolique. Fontenelle, qui était son neveu, disait « Il lui fallait des sujets plus solides pour espérer et se réjouir que pour se chagriner ». Donc, c'était le propre aussi de la Varande, qui était éminemment mais à la différence de la Varande, Corneille est un bourgeois. C'est un roturier, c'est un bourgeois de Rouen, et c'est quelqu'un qui a fait son droit, qui est avocat, sans cause, et il n'a pas tellement réussi dans ce métier-là. Il a très vite eu j'ai envie de dire, de fonctionnaire de l'époque. C'est ça, parce qu'il a une place dans l'organisation sociale du roi. Il était trop timide pour plaider. Donc du coup, il fait plaider ses héros dans ses pièces. Par exemple, le vieil Horace. Oui, c'est ça. C'est extraordinaire. Et je pense qu'il rêve un peu de grandeur et d'aristocratie et de grands coups d'épée. D'ailleurs, il va être honoré de lettres de noblesse. Anobli, parce qu'il a beaucoup d'enfants et il veut que ses fils soient dans l'armée. Il a 7 enfants. Et il ne peut pas, les fils ne peuvent pas prétendre à avoir une place dans l'armée, un grade, être officier, s'ils ne sont pas aristocrates. Et il va obtenir ces... Parce que le roi le... Oui, il était protégé de Richelieu aussi. Protégé de Richelieu, oui. Il faut bien savoir qu'il est du temps de Louis XIII. Absolument. Il y a une grosse différence entre le temps de Louis XIII et le temps de Louis XIV. Et comme il est nostalgique du passé, il a aussi ses racines dans le temps d'Henri IV, à mon avis. C'est la féodalité qui jette ses derniers feux dans son œuvre. Oui. C'est ça qui est beau. L'esprit de la féodalité. Oui, on va parler à propos de Polyeucte de chevalerie, de sainteté. Oui, c'est ça. Tout à fait. Ça rend le christianisme très attirant, une forme de christianisme extrêmement viril, pas tout à fait à la mode maintenant. Non, pas tout à fait étonnant. Oui. Et ce Polyeucte aussi, c'est un autre choc. Et là, ça a été un grand succès. Ah oui, bien sûr. Là, ça a été un grand succès. Ça a été un autre choc. Alors, Polyeucte, c'est cet officier arménien, mais qui est un officier romain, qui est engagé par Rome. Qui a épousé Pauline, une Romaine. Une Romaine. Et c'était les ordres du père de Pauline, qui s'appelle Félix, et qui est un personnage fascinant de médiocre. Lamentable, absolument lamentable, intéressé, mesquin, enfin vraiment... Il s'est beaucoup amusé, là. Oui, il veut marier, Voilà, il s'est dit, c'est bon pour ma carrière de marier ma fille à cet Arménien. Oui. Mais alors après, cet Arménien fait des bêtises, puisqu'il se rend coupable de briser les idoles. Et alors là, du coup, il regrette de ne pas l'avoir laissé épouser l'autre. Sévère. Ça aurait été peut-être mieux pour ma carrière. Effrayant. Le personnage est effrayant de médiocrité. Et il y a même un moment où il dit, à la fin de la pièce, que je suis malheureux. Et on lui répond, tout le monde vous plaint. C'est franchement comique, parce que c'est quand même pas le plus malheureux de tous dans cette affaire. Mais là encore, ce sont des vers exaltés.
si mourir pour son prince est un illustre sort, quand on meurt pour son Dieu, quel sera la mort? Le sort, ouais, c'est magnifique. Et on ne peut pas s'empêcher de faire un rapprochement, sans faire de Brasiliac un saint, mais avec la fin de la mort de Brasiliac, qui, de sa prison, va écrire ses poèmes à Dieu, qui sont très beaux. Les fameux poèmes de Fresne, très émouvants. Qui sont très émouvants et qui ont une très grande réputation de beauté, de fluidité, Et c'est très... Et Brasiliac, elle, lui aussi, comme Corneille, écrit des psaumes. Oui. Et c'était tout de même... Il s'est inspiré des psaumes pour plusieurs poèmes de Fresne, qui sont admirablement traduits. C'est assez extraordinaire et exaltant de voir tout ce que Brasiliac a puisé, en quelque sorte, dans Corneille. Il y a même exilé sur les bords des eaux de Babylone, nous avons suspendu nos souvenirs, Seigneur, aux arbres dépouillés par les pluies de l'automne. On nous dit de chanter sur la terre étrangère les beaux chants qui berçaient les jours évanouis, etc. Faut-il pas mieux se taire? C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Vous êtes. Je savais qu'en vous invitant, on aurait un moment émouvant, mais. Encore une fois, je trouve que ce chant de l'engagement, parce que c'est un chant de l'engagement, c'est une époque où l'on s'engage. Oui. C'est une époque où l'engagement coûte cher. L'engagement coûte cher. Il y a une lettre, Maurras est en prison. On est en 1938. 1938. Maurras est en prison. Et il écrit, Brasiliac écrit dans sa lettre à Angèle, « Monsieur Charles Maurras nous rappelle ce qu'on a trop oublié, ce qui est l'honneur et le risque de notre État, et qui est de s'engager. En face des écrivains dociles et des journalistes domestiqués, dont le concert triomphal a salué son arrestation, en face de ceux à qui penser, écrire n'a jamais fait que rapporter, l'exemple de M. Charles Maurras nous montre que penser, agir, écrire, cela coûte quelquefois. Oui. Et il en paiera le prix fort, comme nous le savons. Et alors, j'ai envie de rappeler ce que j'ai découvert, ce dont j'avais l'intuition au moment d'écrire cette biographie, parce que, chers amis de TV Liberté, pour ceux qui ne connaîtraient pas ma petite pomme, j'ai écrit à 35 ans une biographie de Robert Brasiliac qui a été publiée en première édition chez Lafon, excusez du peu, et qui a été reprise par l'Association des Amis de Robert Brasiliac et que vous pouvez trouver à l'Association des Amis de Robert Brasiliac. Je dois dire que c'est excellent. Je l'ai lu avec passion. Comme ça se lit comme un roman. Pas de pub pour la maison. Plein de détails vécus parce que vous avez connu la famille Bardèche. J'ai vécu avec Brasiliac et la famille Bardèche pendant 3 ans. Oui. Et ça a été un grand moment. Et puis j'avoue que ça m'a donné une connaissance extraordinaire de toute la littérature de l'entre-deux-guerres, une familiarité avec tous les grands, avec Giraudoux, avec Anouilh, avec bien sûr Corneille, Racine, enfin, ça a été pour moi un accroissement de mes richesses littéraires somptueux. Donc, je le referais encore si c'était à refaire. Très bien. Il faut le compléter, à mon avis, par un ouvrage de Brasiliac qui s'appelle Notre avant-guerre, qui est encore en livre de poche, je crois. Absolument. On peut trouver, et ça retrace l'ambiance intellectuelle de ces années-là, 1920 à 1939, et avec tout ce qui s'y est passé sur le plan intellectuel, vu par un normalien. C'est passionnant. Et regardez bien, il y a une histoire de la guerre d'Espagne qui a été rééditée par ça a été écrit par l'association, et Lettres à une provinciale, qui sont les articles de Robert Brasiliac, et puis un livre qui est consacré à les dessins sur l'épuration. Et je dois dire que c'est tout à fait... Ah oui,
je voulais parler de la fin de Robert Brasillach. L'engagement, évidemment, y a tenu pour beaucoup, mais ce n'est pas, à mon avis, ce qui a entraîné la condamnation à mort de Brasillach. C'est, de façon beaucoup plus drastique, c'est la présence de l'ambassadeur soviétique à Paris, M. Oblomov, qui est resté pendant la guerre, pendant l'occupation et après, à la libération. C'est vous dire que les soviétiques, quand ils sont quelque part... c'est quelque chose qui ne se sait pas. Non, beaucoup. Ça ne se sait pas du tout. Oui. Mais voilà ce qui s'est passé, c'est que Brasillach, pendant la guerre, est allé à Katyn. Il est allé à Katyn en 1942 et donc il y avait encore beaucoup de restes de l'horrible massacre des 4500 officiers polonais par les armées soviétiques. Oui. Pourquoi les soviétiques ont fait ça? Mais parce que la Pologne était un pays dont l'armature sociale était faite par l'armée et ces officiers étaient vraiment ce qui faisait tenir cette Pologne très belle. Et pendant 40 ans, l'Union soviétique a mis ça sur le dos des Allemands. Et pendant 40 ans, bien plus que 40 ans, mon ami, puisque c'est jusqu'à 50 ans. Et donc, c'était l'homme qui en savait trop. Et les soviétiques ont, ça je l'ai appris parce qu'il y a eu plusieurs livres de publiés sur Katyn, les soviétiques ont éliminé physiquement tous les témoins de Katyn. C'était une façon efficace d'enterrer définitivement toute réflexion sur le sujet. Il faut rendre hommage à Gorbatchev, qui lui a enfin avoué la vérité. Absolument, absolument. En oubliant de présenter ses excuses aux Polonais et aux Allemands. Oui, oui, absolument. Mais voilà qui est bien... Parce que nous sommes en guerre et Brasillach a choisi son camp, qui était le camp anticommuniste, ce qui n'était pas le cas de beaucoup d'intellectuels du moment qui gaillardement choisissaient comme Malraux les rouges Aragon, et les rouges. Ouais. Sartre, Aragon et tous les autres. Que peut-on dire encore de cette très belle biographie? Alors, cette fin extraordinaire. Alors, il nous présente aussi un Corneille très tendre. Il nous parle de ses amours, il nous parle de ce premier amour qui n'a pas été suivi d'effet. La jeune fille de Rouen, la jeune fille en a épousé un autre parce qu'il n'était pas assez... Et oui, le pauvre. La famille ne le trouvait pas assez reluisant. Amour, et il a été malheureux. Il épouse une jeune femme qui l'a rendu heureux, qui lui a donné plein d'enfants. Mais voilà que le démon de midi l'a rattrapé. Il a aimé Marquise, cette actrice de Molière, qui a été la femme en tout cas la maîtresse de Racine. J'ai vu un film récemment qui s'appelle Marquise et où Sophie Marceau interprétait l'actrice. Et elle était remarquable. Il y a une page magnifique dans cette vie de Corneille sur le démon de midi. Oui. Je ne sais pas si je peux la retrouver, mais ça m'a beaucoup amusé. Le démon de midi, ça prend tout le monde un jour ou l'autre. Hein. Oui, oui. C'est plus ce que j'en ai fait. Bon, tant pis, vous chercherez. Oui, non, mais c'est plein d'humour. C'est vrai que c'est plein d'humour. Et donc la fin de cette vie de Corneille, alors il a été aussi partagé entre Rouen et Paris, mais en fait Rouen, tout se fait à Paris, donc il fallait que ces pièces étaient jouées à Paris, donc il a fini par quitter Rouen pour s'installer à Paris. Et à chaque fois, c'est ça qui est étonnant, à chaque fois la retraite, à chaque échec, la retraite, où il se confie à Dieu et il travaille pour Dieu, en traduisant. Mais ce que nous ne savons pas, c'est qu'il y a des tas de prières dans le missel qui sont des prières de Corneille. C'est ça qui est inouï.
Au moment où s'achève cette existence terrestre, si paisible, si bourgeoise en apparence et si riche de personnages intérieurs, il n'est pas malaisé d'imaginer que disparaît en même temps la 4e incarnation du personnage le plus cher à Pierre, Corneille, je veux dire le conquérant. Le conquérant romanesque s'est transformé en conquérant politique, le conquérant politique en conquérant céleste. Et pour finir, nous avons devant nous l'image infiniment noble et infiniment touchante du conquérant vaincu, à qui avait toujours représenté la vie sous l'aspect d'une bataille. Il était bien dû de reconnaître toutes les joies de la victoire et celles aussi de l'agenouillement et de la défaite. C'est d'une intelligence. Oui, c'est très intelligent. Ce résumé. Oui. On voit le Corneille ambitieux qui conquiert Paris. Et puis ça vise un peu une courbe en cloche, si j'ose dire. Et les échecs, parce qu'il y en a toujours. D'abord parce que il a peut-être quand la même conjuration un peu des trop ratés. écrit à la fin. On disait après Agésilas, hélas, après Attila, hola. Et finalement, c'est pas si mal que ça, ces fameuses pièces. Oui, mais on les connaît pas. On les connaît pas. Oui. Il y a des pièces extraordinaires, au ton. On réduit Corneille à 4 pièces, dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas, quand on le lit. Enfin, moi, je l'ai enseigné tous les ans. Oui. Et alors, comment réagissaient vos élèves? Bien. Surtout le Cid. Le Cid, ça passionne tout le monde à tout âge. Plutôt plus les petits garçons que les petites filles, mais ça passionne tout le monde. C'est magnifique. Alors, Brasillac dit tout le temps, jamais la France n'avait été plus près d'avoir son Shakespeare. Oui, ça dit un peu à toutes les pages, et au bout d'un moment, il m'a agacé avec cette histoire, ce parallèle avec Shakespeare. Shakespeare, c'est Shakespeare. Et Corneille, c'est Corneille. Oui, mais Brasillac était excédé par le fait que vous savez qu'en France, il n'y a de rois que d'étrangers. On ne célèbre que les étrangers. Et alors maintenant, ça atteint des sommes, des sommets pathétique, puisque vous voyez dans les critiques littéraires d'un journal, les 3/4 sont étrangers. Le petit romancier français... Et on ne fait lire aux enfants des écoles que des auteurs étrangers. Absolument. Je donne des cours de français en ce moment à une petite gamine de 4e, à qui on fait lire Le joueur d'échecs de Stefan Zweig, qui est d'ailleurs une très belle œuvre, et passionnante. Très belle œuvre, bien sûr. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas d'abord lui apprendre la littérature française? Je ne sais pas. Mais le snobisme de l'écrivain étranger... C'est trop difficile en 4e, cette pièce, ce roman, qui est une nouvelle d'ailleurs. Le snobisme est parfait. Oui. Mais il y a quand même des très très bonnes pièces aussi. Il y a alors Le Menteur, qui est une sorte de marivaudage qu'on devrait remonter. Rodogune, les deux frères qui sont évincés, qui sont coincés entre leur mère et leur amoureuse, les deux disant qu'il faut tuer l'autre. Une mère qui est très dure. Je crois qu'il a fait une Médée aussi. Une Médée, absolument. Andromède, qui a été un succès. Non, on a oublié... Bon, puis on n'a pas parlé de Horace. Tout de même pour... Alors, c'est un peu tendu, cette pièce, quand même. Alors, parlons d'Horace. C'est un peu, dans Horace et aussi dans le Cid, l'opposition des jeunes contre les vieux. Des fils contre leur père. De la génération montante contre la génération descendante. Et ça, évidemment, c'est une idée qui est familière aussi aux gens de 1938. Absolument. Et c'est très intéressant. Dans le Cid, par exemple, Rodrigue retrouve son père après sa bataille contre les morts et il lui fait des reproches. Il lui dit ce que je vous devais, je vous l'ai bien rendu. Il envoie... Oui, et on voit un Corneille qui présente deux héros, donc Horace et Curiace, et on sent qu'il montre un héros qui voit pas, qui fonce à la guerre. Tout d'un bloc. Et Curiace, légèrement fasciste, dit Brasillac. Légèrement fasciste. Mais par contre, il préfère Curiace, qui s'engage parce qu'il le faut bien, mais qui
qui n'a pas l'intention de faire la publicité du conflit. Voilà, qui déteste la guerre, oui. Et qui va quand même parce qu'il le faut bien. Oui, c'est ça, c'est un personnage intéressant. C'est un personnage. Et ce qui enrichit un peu l'image que l'on a de Brasiliac, dont on fait le fasciste casqué et botté allemand, c'est pas tout à fait le cas. Pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait le cas. Et mais enfin, c'est intéressant cette opposition des jeunes contre les vieux qu'on n'a pas vu toujours dans Corneille et qui est très nette. Les vieux qui se cramponnent à leurs privilèges et qui imposent des devoirs aux jeunes. Et qui envoient les jeunes à la mort. Et qui envoient les jeunes au casse-pipe, exactement. Oui. Et j'avais noté cette phrase qui est bien du temps, ce politique espagnol qui s'appelait Calvo Sotelo, qui était un député des Cortés, et qui a écrit peu de temps avant sa mort, la veille de sa mort, « Il vaut mieux mourir avec honneur que vivre dans l'indignité. » Et le lendemain, Dolores Ibarruri va lancer une diatribe contre lui du milieu des Cortés, et il sera exécuté, il sera tué dans la rue, comme ça se passe dans les pays soviétiques. Voilà ce contre quoi luttait notre écrivain. Mais ça, le communisme est tellement en odeur de sainteté qu'on n'a pas le droit de le dire. Un petit peu moins maintenant, quand même. Un petit peu moins, mais enfin, ceux qui ont critiqué le communisme sont toujours très mal considérés. Très mal perçu. Enfin voilà, c'est un livre, pour ceux qui aiment le théâtre, c'est un livre passionnant. C'est une biographie qui, pour les plus vieux d'entre nous, nous fait revivre ces années bénies de notre instruction. Aux études au lycée. Je dois vous dire, et dans les écoles publiques, moi j'étais privée, moi j'étais dans une école un peu jésuite. J'étais dans le public. J'étais dans une école catholique très jésuite, avec exactement cet enseignement de jésuite. Oui. J'ai pas fait de grec parce que j'étais pas assez sage. Je n'ai fait que du latin, mais jusqu'en terminale, madame. Et moi, j'étais au lycée et je suis reconnaissante envers mes professeurs. Mais bien sûr. Mes professeurs de lettres. Mais bien sûr. C'était des gens admirables. Mais bien sûr, Puis ils étaient dans un état de bonheur de transmettre ces vers, cette littérature exceptionnelle, et nous avons bénéficié. On a bu ça. Alors, est-ce que c'est parce que nous étions aussi très jeunes ? Je pense que c'est une lecture, quand on l'a fait à 14 ans, 15 ans, qui vous transporte. Oui, enfin, Corneille, moi j'ai beaucoup aimé. On a été transportés. Ça nous a été bien présenté. Et puis bon, il faut quand même bien dire que c'est, comme vous l'avez dit, l'école de la volonté, l'école de la force, l'école de gens qui se dirigent eux-mêmes, qui ne laissent personne d'autre les diriger. Voilà, c'est-à-dire que ce n'est pas l'époque de nos moutons d'aujourd'hui qui suivent tout ordre, même s'il est crétin. On n'est pas du tout dans cet état d'esprit. Et je pense que ça a formé des générations de gens qui ont quand même une colonne vertébrale. Voilà, on est d'accord. Oui. En tout cas, Brasillac a eu le mérite de dépoussiérer la statue de Corneille. Il en a fait un personnage vivant. Oui, il en a fait un personnage émouvant. Émouvant, vivant. Émouvant. Alors que, évidemment, il était peut-être quelquefois un peu présenté d'une façon un peu trop scolaire. Non, c'est un... Il parle beaucoup de l'amour, par exemple. Polyeucte, pour les contemporains qui ont vu la pièce, c'était d'abord une histoire d'amour. Entre Pauline, Sévère, Polyeucte. Et même chose pour Chimène et Rodrigue. Il y a des passages que Brasillac voudrait voir représentés d'une façon très sensuelle. Parce qu'il a fait aussi une histoire du cinéma. Oui. Donc il voit ça un peu à la manière de quelqu'un qui fait du cinéma. Absolument, c'est la mise en scène d'aujourd'hui. Oui. J'ai regardé hier soir La Flûte enchantée, et qui était mis en scène par un cinéaste, Cédric Clapiche. Alors, aussi Bergman. C'était très... Et Bergman, bien sûr. Et c'était extrêmement vivant, en effet. Et j'imagine. Plus rien du statique du théâtre. Donc, Brasillac voit dans le Cid une pièce en 14 tableaux.
avec un changement de décor à chaque fois. Oui. Et il attache une grande importance à ces décors. Vous représentez l'Espagne médiévale, des lumières différentes, et puis mettre aussi un petit peu de guitare entre les scènes. Enfin, on voit qu'il aurait dû être metteur en scène, ou il n'a pas eu le temps si de Dieu faire lui un avait film prêté là-dessus. vie, absolument. Mais à la fin de cette émission, je voudrais que vous nous disiez, Odile, quelques titres de vos romans, parce que vous avez écrit de jolis romans avec lesquels on passe un très bon moment. Et où les trouve-t-on? Donnez-nous 2 ou 3 titres. Alors, c'est édité aux éditions du Panthéon. Oui. Il y a mon premier roman qui s'appelle Avis de tempête. Oui. Ça se situe dans un internat de garçons en Bretagne, Oui. vers 1975. Oui. Et c'est un peu un roman policier. Oui. Et puis l'autre, c'est un recueil de nouvelles Oui. qui parle de Versailles. Oui, Ça s'appelle ça, Ombre sur Ça, Versailles. c'est très marrant. J'ai beaucoup aimé. C'est-à-dire que toutes mes nouvelles sur Versailles se passent de nuit. Oui. C'est pour ça que c'est Ombre sur Versailles. Mais en fait, il n'y en a que 10 ou 12 sur Versailles, et puis il y en a une trentaine d'autres sur d'autres sujets. Et je me suis beaucoup amusée. Donc je ne sais pas si le lecteur s'amuserait. Si, le lecteur est très heureux. Il y a beaucoup de Croyez-moi, le lecteur cultivé. Le lecteur est très heureux. Voilà. Et puis en ce moment, je suis en train d'écrire autre chose qui s'appelle Le défunt était en noir. Voilà. Je n'ai pas encore édité. Ça, c'est aussi un titre rigolo. Oui. Merci beaucoup, Odile Almès, de nous avoir aidés dans cette présentation de la biographie de Corneille par Robert Brasiliac. C'est moi qui vous remercie. Avec une préface d'Alain Lanaver, une iconographie vraiment très réussie de David Gattegno. C'est aux éditions Les 7 couleurs et c'est disponible, vous pouvez l'acquérir. Vous êtes sûr qu'on le trouve encore? En librairie. Non, mais ça, c'est une réédition, ma jolie. C'est une réédition. C'est une réédition. Bon, donc on le trouve. C'est une nouvelle. C'est même pas une réédition. Moi, j'ai l'édition de l'époque. C'est une nouvelle édition. Oui, d'accord. Je comprends. Et donc, je crois aussi que quand on est passionné de Corneille, on ne supporte plus le langage abscon. Les mots pas nets, bien sûr. le bavardage, le globiche, l'anglo-américain qui envahit notre langue. Je crois que le lire Corneille, c'est à la fois une cure d'altitude mentale, comme disait Proust de l'Action française, mais c'est aussi une école de refus de ce qui est obscur, pas clair, pas mal exprimé. L'autre jour, il y a quelqu'un qui, dans la même phrase, m'a demandé ce que j'avais comme hobby et si je voulais faire un selfie. J'ai dit, vous voulez dire qu'est-ce que j'ai comme violon dingue et si je veux faire un autoportrait? Il était surpris. Ça crée des insolents et des rétifs, la Exactement. lecture de Corneille. Moi, j'ai toujours été dans le camp des résistants. Voilà. Merci beaucoup, Odile. Chers amis de TV Liberté, je vous souhaite une belle lecture de ce Corneille de Brasiliac. Et une lecture de Corneille. Et la lecture de Corneille, ça, il faut se remettre dans... Oui. Et lire avec vos adolescents, qui on ne, parce que vous avez oublié de nous redire ce que vous m'avez dit dans la voiture. Vous avez demandé à vos étudiants à Metz d'étudier Polyeucte et dans une édition scolaire. Et on ne la trouvait nulle part en librairie. Et pas non plus dans la bibliothèque du lycée. Oui, et là, j'ai quand même été un peu étonnée. On trouvait tout Corneille, sauf ça. Oui. Ce qui m'étonne, c'est que il y avait sans doute une intention. Ce qui m'étonne, c'est que vous soyez étonné. Je sais pas, à l'époque, j'étais encore jeune. La lucidité est aussi une vertu cornélienne. Oui. Chers amis de TV Liberté, à très vite. Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie de reprendre notre chronique cinéma. Je sais que vous le désiriez et tout auditeur, téléspectateur de TV Liberté se doit d'être obéi. Donc nous avons recréé cette chronique et grâce à une rencontre que je ne suis pas allée chercher très loin, grâce à la présence de Renaud de Bourleuf. Bonjour Renaud. Bonjour Anne. Vous allez tous le reconnaître, chers amis de TV Liberté, puisqu'il participe au journal de TV Liberté, avec des petits textes toujours empreints
de précision et d'ironie insolente que j'aime beaucoup. Et il se trouve que Renaud est un cinéphile et que donc il va pouvoir nous apporter sa science et nous pouvons repartir d'un bon pied. Alors, vous êtes allés au cinéma, nous sommes allés au cinéma, nous avons vu les grands films du temps. Je vous rappelle que cette chronique ne traitera pas de tous les films, parce que tous les films ne sont pas visibles par nous, peut-être par Renaud qui est certainement plus vaste que moi, mais moi je ne m'enquiquine pas avec des choses laides, mal. Moi je vis dans Corneille, comme vous le savez, donc je ne peux pas avoir de sujet qui rabaisse qui rabaisse le moral et l'esprit. Mais nous avons vu des grands films. Alors, nous allons parler de Mégalopolis, de Francis Ford Coppola, de Juré numéro 2, le dernier film de Clint Eastwood. En fait, ce sont deux derniers films de grands géants du cinéma hollywoodien. Grands géants. L'actualité a été particulièrement riche ces dernières semaines. Absolument. Nous avons vu Monsieur Aznavour et toujours à l'affiche, Le Comte de Monte Cristo. Et puis nous parlerons aussi de films chrétiens avec les films des productions sages, notamment Cabrini, que j'ai beaucoup aimé. Et nous parlerons de films pour les enfants, c'est-à-dire Coco, le dernier film sur la Toussaint, sur le jour des morts au Mexique, que j'ai détesté dès la première image, et je vous dirai pourquoi. Alors, Mégalopolis de Francis Ford Coppola, ce très vieux monsieur qui laisse transparaître son souvenir, son amoureux de sa femme qu'il aimait beaucoup dans ce film. Et de sa fille, certainement, qu'il a lancé dans le cinéma. Qu'il a lancé dans le cinéma, oui. Et alors, Mégalopolis, en quelques mots, oui. C'est une histoire qui se passe à New Rome, synthèse entre Rome et New York, tout le monde l'a reconnu. Oui. Le personnage principal, nommé César, est un architecte futuriste qui a des pouvoirs surnaturels et qui a surtout des idées révolutionnaires pour sa ville. Et c'est un surdoué, exactement. Il est amoureux de Julia, là encore un prénom qui n'est pas choisi au hasard, qui est la fille du maire de New Rome, un homme appelé Cicéron, qui est plus conservateur. Oui. Mégalopolis. Bon, c'est un film qui part d'une idée brillante, faire une synthèse entre Rome et New York, la comparaison synonyme de capitale du monde. De deux capitales et la comparaison de deux décadences quand même. Exactement. Voilà. Hein, Alors, l'idée de faire la synthèse entre Rome et New York, c'est intéressant, ça montre des scènes inventives qui mêlent le décorum de la science-fiction et du péplum. Le jeu des acteurs est convaincant, mais le scénario est peu lisible, le scénario est difficile à lire. Ça explose dans toutes les directions, mais moi j'ai pensé à Fellini. C'est un Fellini ou un Bruegel. Comparaisons avec les peintres sont toujours utiles au cinéma. Il y a une profusion d'images, d'inventions. Oui, on peut faire un lien avec Shakespeare, qui est bien sûr. Cité explicitement avec la fameuse réplique « to be or not to be », oui, la fameuse tirade de « to be or not to be ». Il y a plein de tirades extrêmement savantes. On voit que Coppola, c'est pas n'importe qui. Des citations de Marc Aurèle, excusez du peu. Marc quoi? Marc qui? Quesaco? Moi, je connais. je suis sûre que vous le connaissiez. Je crois que tout le monde connaît Marc Aurèle à travers le film Gladiator. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Ah oui, je n'ai pas vu Gladiator. Je sais seulement que la devise des gladiateurs, c'est force et honneur. Mais ce spectacle, qui est quand même, à mon avis, assez horrible, puisqu'on en voit des hommes se battre à mort pour le grand plaisir du public, c'est quand même déjà un peu décadent. C'est vrai. Bon, moi, il y a un sujet qui m'a un peu dérangé dans Mégalopolis, c'est cette surenchère d'effets spéciaux, d'effets visuels, en mettre plein la vue. J'ai trouvé ça lassant. Outre le fait que le scénario est difficile à lire, les effets spéciaux à répétition, oui. Alors moi, j'ai été terrorisée parce que l'artiste surdoué là, qui veut créer sa ville nouvelle, il est sans arrêt en position de domination et donc au bord d'une terrasse, sur un pont au-dessus de tout le monde. Et comme j'ai le vertige, j'ai passé mon temps à ne pas regarder parce que j'étais paniquée à l'idée qu'il tombe. Mais c'est quand même très signifiant. C'est ça qui est amusant. C'est très signifiant parce que
c'est une satire quand même féroce. Et c'est pour ça que les critiques ont été très mauvais. On était très négatifs vis-à-vis du film. Vis-à-vis du film. Parce qu'ils se sont reconnus. Parce que qu'est-ce qui se passe dans le cas de ce New York? Eh bien, la presse est corrompue, les femmes sont corrompues, les gens richissimes mènent la danse. Il y a un type qui s'appelle Crésus, quand même, faut le pas lire. C'est ça qui est intéressant. Le public a aussi eu du mal à suivre parce que le scénario est difficile à suivre. Il est souvent difficile de comprendre, en fait, de quoi le film parle. Oui, c'est-à-dire que si vous n'avez pas la grille au départ, vous ne comprenez pas. Mais moi, je suis arrivée avec la grille. Donc, j'ai tout de suite vu qu'il y avait la peinture de la décadence. Et si vous le regardez avec cette grille-là, tout est signifiant. Donc, c'est clair. Vous voyez? Mais vous avez raison, il y a des tas de gens qui n'ont pas vu la grille. Et pourquoi ils n'ont pas vu la grille? Parce qu'ils trouvent que notre monde contemporain est merveilleux, que tout va bien, Madame la Marquise, que les journalistes font leur travail, que les gens riches sont merveilleux. On fait notre travail. Non, ici, mais enfin nous, on est un peu à part, comme vous le savez. Il reste rien de ce monde new-yorkais comme de ce monde romain. Le pays est tenu par les gens riches et les pauvres doivent se débrouiller. C'est quand même... c'est ça qui est très intéressant. Alors, la fin est marrante. C'est une fin très franc-maçonne. Le héros, donc, César Catilina, va créer une ville nouvelle somptueuse et il y aura donc un homme nouveau qui se comportera merveilleusement, qui sera très sain, qui sera très honnête. Ça, on connaît ça depuis la Révolution. L'homme nouveau va toujours être parfait. Donc, jusqu'à la conclusion, on sent le scepticisme de Coppola. Vous voyez ? Dans un premier temps... puis jusqu'à la conclusion, on a parfois des petites scènes de wokisme pour faire un peu contemporain. Vous savez, on a ce personnage de Julia, le personnage féminin. On voit au début qu'elle a des penchants homosexuels. On va embrasser une femme. Bon, c'est un peu, affligeant. Oui, mais tout ça, c'est une présentation de la réalité par Coppola. On peut le voir comme ça, on peut le voir comme un geste aussi pour faire plaisir à une doxa progressiste. Mais pas du tout. La preuve en est la critique, cher Renaud. La preuve en est la critique. Ils ont détesté cette vision de l'Amérique actuelle. Mais il est possible aussi que la critique n'ait peut-être pas compris le film, peut-être qu'ils ne sont pas nombreux à avoir lu Marc Aurèle ou Shakespeare. Non, je crois qu'ils ont très bien compris qu'on leur en mettait plein la gueule et ça leur a pas plu. En tout cas, si vous avez envie d'être surpris et si vous avez envie de voir traiter ce sujet... Au moins, le film comporte des surprises, c'est le moins qu'on puisse dire. Allez-y, moi, c'est un exercice brillant, très cultivé et aussi plein de tendresse. Une espèce de réhabilitation du couple. Le jeune architecte et sa bien-aimée vont faire un petit enfant et par les temps qui courent, c'est quand même très rare. Oui, c'est vrai. Alors maintenant, jury numéro 2. Jury numéro 2, le dernier film de Clint Eastwood. Oui. Alors, jury numéro 2, c'est un film qui se passe aux États-Unis, dans l'État de Géorgie. C'est l'histoire d'un homme qui fait son devoir de citoyen en tant que juré dans un procès pour meurtre. Oui. Alors, l'accusé est soupçonné d'avoir tué sa compagne... Après une querelle violente devant de nombreux témoins. D'ivrogne, sur une route de campagne en pleine nuit et partant de pluie. De tempête. Toutes les apparences sont contre l'accusé. Oui. Et, alors attention, je vous rassure, je ne divulgue rien, il n'y a pas de spoiler de ma part, on le comprend dès les premières minutes du film. Oui. Le juré, le personnage principal, va très vite comprendre, le juré numéro 2... Que ça pourrait être lui. Et pas que ça pourrait être lui, que c'est lui. Oui. C'est lui qui a tué accidentellement cette femme. Oui. Et il comprend donc que l'accusé est innocent. Lorsque les jurés vont délibérer, les jurés ont tous hâte d'en finir. Il y en a un qui est pressé parce qu'il a beaucoup à faire à la maison. Oui. Ils ont chacun des bonnes raisons de se débarrasser vite de ce procès. Donc, ils votent coupable. Après tout, toutes les apparences sont contre l'accusé, encore une fois. Tous, sauf le juré numéro 2, parce que lui, il sait que l'accusé est innocent. Attention, pas trop vite, ne racontons pas la fin. Mais la conclusion, c'est que la vérité n'est pas toujours la justice. Oui, une réplique qu'on entend dans le film. C'est les dernières paroles de juré numéro 2. Mais ce qui est intéressant, c'est que le juré se retrouve confronté à un dilemme.
On pense tout de suite à 12 hommes en colère, ce grand classique avec Henri Fonda. Dans 12 hommes en colère, on a un accusé, toutes les apparences sont contre lui, les jurés ont hâte d'en finir et se dépêchent de voter coupable, sauf un qui veut se lever des doutes, entamer des discussions. Il y a une différence entre 12 hommes en colère et juré numéro 2, c'est que dans 12 hommes en colère, le personnage principal joué par Henri Fonda ne sait pas si l'accusé est coupable ou innocent, il veut juste discuter parce qu'il craint d'envoyer un innocent à la peine de mort. Oui. Dans le juré numéro 2, le personnage principal... En Géorgie, la peine de mort est encore légale. Dans le film, il est quand même condamné à perpétuité, ce qui est quand même une autre forme de peine de mort. C'est curieux, ce sujet de la peine de mort n'est pas évoqué dans le film, alors que pourtant c'est encore valable en Géorgie. Bon. Oui. Mais passons sur ce détail. Le personnage principal sait que l'accusé est innocent. Oui. Donc il a un dilemme. Qu'est-ce qu'il peut faire? Se dénoncer lui-même, laisser un innocent être condamné pour un crime qu'il n'a pas commis, ou influencer le juré, influencer l'ensemble des jurés pour innocenter l'accusé, pour aboutir à un verdict non coupable. Il se fait en fait l'avocat au sein du jury. Le suspense est à son comble du début à la fin. Du début jusqu'à la fin. Puisqu'il n'y aura pas de décision. La fin que nous ne raconterons pas, qui est surprenante, absolument. Qui est une fin ouverte, qui laisse la porte ouverte à plein de discussions et plein de réflexions. Je pense que c'est ça le but, c'est laisser le spectateur réfléchir. Oui, absolument. Le film... J'évoque toujours la critique parce que c'est très signifiant, la critique. Le film n'est pas du tout accepté en Amérique. C'est vrai que nos critiques français ont fait des... Par contre, Clint Eastwood est très très aimé, c'est comme Woody Allen, il est détesté aux États-Unis et il est très aimé en France. Et moi, j'élargis les héros de cette pièce de théâtre, parce que c'est presque une pièce de théâtre, hein, on est dans le tribunal. Il y a une grande partie du film qui est en huis clos, c'est vrai. Il y a 2 hommes et une femme. Comme par hasard, les coupables, c'est forcément 2 hommes. Or, l'imbécile qui provoque sa propre mort, c'est la femme. D'abord, elle boit de façon éhontée. Alors, on reproche effroyablement aux 2 autres d'avoir bu, ou d'avoir pu avoir bu. Oui, parce que le personnage principal n'a pas bu. Bien sûr. Ça, c'est un détail. Mais en fait, la vraie responsable du drame, c'est elle-même. Puisque elle injurie son compagnon sur le parking et elle s'en va. Elle se met en danger pour sur une route de campagne, le long d'une route, de pluie une route étroite. Voilà. Donc elle va au-devant de sa propre mort. Mais ça, il n'est pas question. Curieusement, c'est pas évoqué dans le film. Non, mais c'est toujours les femmes sont des victimes, si vous voulez. Il faut quand même dans notre monde actuel, les vilains sont les hommes et les femmes sont des victimes. Et moi, je suis désolée, mais je me vois pas dans la peau de la victime. Donc pour moi, c'est une imbécile. Elle est allée au-devant de sa propre mort, et elle entraîne dans son irresponsabilité, son manque de lucidité, elle entraîne le destin de 2 hommes. Voilà le fond de la chose. Ça fait partie des réflexions qu'on peut avoir en voyant le film. Pourquoi est-ce que l'accusé a... Est-ce que le juré numéro 2 a vraiment envie de se dénoncer alors qu'il n'est vraiment pas du tout responsable de l'accident? Bien sûr. Ou alors il est responsable mais pas coupable parce que vraiment il y avait un temps de pluie, on n'y voyait rien. Et une femme qui circule comme ça sur la route, que pouvait-il faire pour l'éviter? Et on ne la voit pas. Il ne la voit pas. Le conducteur ne peut pas la voir. Puisqu'il pense même de bonne foi que c'était un cerf ou un animal. Son pare-brise est balayé par une pluie battante. Il y a un très bon hors-série du Figaro et un édito de Michel de Gégère qui est passionnant. Donc vous pouvez le procurer, tous les amateurs de Clint Eastwood. Oui, parce que c'est certainement son adieu. Pour qu'il ait 93 ans, il est temps qu'il s'arrête maintenant. Il a fait une carrière magnifique. On ne s'arrête jamais, cher Renaud. Vous verrez, quand vous aurez 93 ans... écoutez, si Clint Eastwood veut continuer, c'est parfait, on en redemande. Molière est mort en scène, je vous le rappelle. Il n'avait que 50 ans. Qu'est-ce que je voulais dire? Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir pourquoi Clint Eastwood a cette réputation mauvaise aux États-Unis. Et je la comprends très bien. C'est que Clint Eastwood, c'est le héros solitaire qui réfléchit, qui ne répète pas, qui ne se conforme pas au conformisme ambiant et qui aime que l'on soit digne et honorable jusqu'au bout de sa vie.
Vous voyez? Et ça, c'était le cinéma des premiers temps de l'Amérique. Mais c'est plus le héros bas de gamme qu'on a aujourd'hui. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'en effet, il n'est plus de son temps, ce pauvre Clint Eastwood. Alors, nous avons vu, tous les deux, nous avons vu Monsieur Aznavour. Alors, c'est vrai qu'au début, quand on voit une biographie de Charles Aznavour, on se dit, allez, encore une, depuis le succès de La Môme, le film sur Édith Piaf, le biopic est à la mode. Oui, mais Serge Gainsbourg, Claude François, Dalida, Barbara, ils l'ont tous eu. Maintenant, Charles Aznavour, on se dit, encore un, et ben, on est favorablement surpris. Oui, c'est très beau. C'est un film captivant. Alors, très bien joué. Il faut dire que ça a été fait par un cinéaste que je ne connaissais pas, Mehdi Idir, mais surtout Grand Corps Malade. Et on sent une construction vachement bien faite. Je ne sais pas si vous l'avez senti comme moi, mais la première scène, l'une des premières scènes du film, on voit cette famille d'immigrés arméniens qui a échappé tout de même au pogrom turc, et on les voit avec la force qui est la leur et la joie qui est en eux. On voit le père danser avec sa femme. Et alors qu'ils n'ont plus rien sur la table, ils n'ont plus de pain, ils n'ont plus... et ils ne savent pas, plus d'argent pour payer le loyer. Et ils dansent. Et c'est une danse totalement traditionnelle, on le voit très bien, avec des jeux de mains. Et quand Aznavour va se mettre à chanter sur la scène, il va reprendre ses gestes de son père. C'est très étonnant. J'ai trouvé que c'était remarquablement Ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi une apologie du travail, de la persévérance, un appel à ne pas se décourager devant les difficultés, les épreuves, mais aussi un appel à ne pas faire passer le travail avant l'essentiel, c'est-à-dire la famille. Oui. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que on est souvent admiratif pendant ce film devant la détermination, le dynamisme de Charles Aznavour, mais on est parfois choqué par l'attitude qu'il a envers sa femme, ses femmes, il travaillait ses 17 enfants. Heures par jour et il ne pensait qu'à la création de ses chansons. Et il négligeait sa famille. Et c'est ce qui l'a rendu malheureux. Il y a une très belle scène où il retrouve son compagnon des premières heures. Oui. Il est à New York. Oui. Il retrouve Charles, avec qui il formait un duo au début. Charles était beaucoup moins ambitieux que lui. Oui. Mais Charles a fini pianiste dans un bar. Dans un bar. Dans un hôtel. Ou dans un hôtel, mais Charles, tous les matins, il est heureux parce que c'est son fils qui lui donne de nouvelles idées, de nouvelles mélodies. Et puis Aznavour, il entend ça, on voit qu'il se sent mal à l'aise parce que lui, il a peut-être une carrière brillante, mais il n'a jamais pris le déjeuner. D'ailleurs, il ne sait pas que sa petite fille n'aime pas la confiture le matin. Il y a une scène juste en contrepoint. Moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est l'admiration qui règne entre tous les protagonistes. Parce que Aznavour a rencontré tous les grands de la chanson. Oui, on a une plongée dans l'histoire de la variété française. On voit Édith Piaf. Les premiers à s'être penchés... Très intéressant, la partie avec Édith Piaf. Les premiers à s'être penchés sur sa carrière, c'est Édith Piaf, que Édith Piaf dit « Je suis ta grande sœur ». Trenet, Beko, Johnny Hallyday. Et oui, elle est très intéressante, la scène avec Johnny Hallyday. Oui. On assiste à la création de Retiens la nuit, un morceau d'anthologie écrit par Charles Aznavour. Et tout le monde a oublié que c'est Aznavour qui l'a écrit. Et oui. C'est intéressant parce qu'on voit que la chanson, comme tout art, ça se fait dans la transmission. Oui. Édith Piaf a été déterminante dans la percée de Charles Aznavour, et Aznavour sera déterminant dans la percée de Johnny Hallyday. Ce que j'ai aimé, c'est cette atmosphère d'admiration entre eux. On a l'impression qu'ils s'admirent, qu'ils s'aiment et qu'ils se protègent les uns les autres. D'abord, beaucoup ont commencé dans la rue. Il faut quand même dire que c'est des gens qui ont connu la misère. Et cette atmosphère est très jolie. Et puis bon, c'est une merveille d'écouter toutes ces chansons d'Aznavour que l'on a... Ça donne envie de réécouter Charles Aznavour. Qu'on a beaucoup aimé. Et puis on a toute cette plongée dans l'histoire de la variété française. On voit Charles Trenet, on voit Édith Piaf, on voit Johnny Hallyday, on assiste à la création du morceau d'anthologie Retiens la nuit. Alors, toujours à l'affiche, autre rubrique, Le Comte de Monte Cristo, que moi j'ai vu seulement dernièrement.
dans une salle glaciale. J'ai attrapé la crève, mais bon, comme c'était un beau film, j'accepte. Ce qu'ils mettent maintenant les clims, ils font baisser la température des cinémas, probablement pour UGC, pour dépenser moins d'argent. Donc il ne faut pas hésiter à gueuler, parce que sinon on va tous tomber malades. Alors, grand film, ce Monte Cristo. C'est plaisant de voir un grand classique de la littérature française dans une adaptation qui tient la route. Alors, c'est quand même difficile de ne pas faire la fine bouche quand on est face au Comte de Monte Cristo. Adapter le Comte de Monte Cristo en un film de 3 heures, ça nécessite de faire des coupes. C'est évident. Donc, que toute la partie à Rome, qui est passionnante, ait été retirée, c'est normal. Mais il y a beaucoup d'intrigues secondaires qui ont été supprimées, beaucoup de personnages qui ont disparu. Mais ça a gagné en clarté, mon ami. Ça a gagné en clarté. Oui. Mais le sens du roman en est altéré. Vous êtes difficile. Non, au moins, il y a une qualité indéniable, c'est que c'est bien joué. Voilà, on a un trio, Pierre Ninet, Anaïs de Moutier et Bastien Bouillon, très joli. Tous les 3 très bons. La Provence est joliment représentée. Ça a été tourné près de chez moi, près d'hier. Belle région. C'est inouï, oui. Mais je trouvais que... l'abbé Farias, c'est fantastique. Farias. Abbé Faria. Faria est fantastique. J'ai trouvé... Et puis sa philosophie... il y a 2 choses qu'il faut faire. Il faut attendre et espérer. Oui. Et ce qui est dommage, c'est que la fameuse réplique « attendre et espérer », elle n'est pas destinée à Mercedes dans le roman, elle est destinée à Maximilien Morel et Valentine de Villefort, de très beaux personnages du roman qui n'existent pas dans le film. Oui, mais enfin, la citation est là, mon ami. La citation est là. Mais malheureusement, le film a un peu perdu le sens du roman. Ce que je veux dire par là, c'est que vous voyez, vous avez cette scène du film où on voit Pierre Ninet dans une église, qui est remarquable, où il s'adresse à Dieu sur un ton de défi, en disant puisque tu n'as pas fait justice, c'est moi qui vais faire justice à ta place. Oui. C'est pas la réplique exacte, mais c'est dans ce sens-là. Oui. Et sans qu'il y ait après d'amendement de sa part. Dans le roman, c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus intéressant. D'accord. Edmond Dantès a été victime d'injustice. Oui. Il confond, sans s'en rendre compte, son désir légitime de justice et sa volonté de vengeance. Okay. Et c'est presque inconsciemment qu'il devient l'homme qui se prend pour Dieu. Et il y a un repentir à la fin, parce qu'il va découvrir que sa vengeance est mauvaise. Sa vengeance provoque, dans le roman, la mort d'un enfant innocent, qui n'existe pas dans le film, là non plus. Si, il perd son... C'est un autre personnage. Il perd son protégé. C'est un autre personnage. C'est un enfant aussi, c'est presque un enfant adopté. Non, mais c'est un jeune adulte, là c'est un enfant qui meurt. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il se repent. Il demande pardon, et il reconnaît dans sa lettre finale, où il parle d'attendre et espérer, qu'il était, comme Satan, l'homme qui s'est cru un instant l'égal de Dieu. Bien sûr. Mais vous avez raison, Renaud. La différence entre nous, c'est que moi, j'ai lu le Comte de Monte Cristo, je ne dirais pas il y a combien de décennies. Donc, et moi, je peux compter en nombre de semaines le temps que j'ai lu. Le roman est très, très loin de moi. Et la conclusion de tout ça, c'est qu'on est toujours déçu quand on a aimé infiniment un roman. Le Comte de Monte Cristo, c'est presque indépassable dans la littérature française. De le voir porté à l'écran, parce qu'il y a toujours des choses qui nous manquent. Voilà. Mais moi, j'ai beaucoup aimé. Oui. Ce qui est regrettable, c'est que toute cette réflexion passionnante dans le Comte de Monte Cristo sur la justice, la vengeance, le pardon, la rédemption, elle est trop simplifiée dans le film et cette réflexion est presque vidée de son sens. Mais c'est au moins un film distrayant et bien joué. Voilà. Ça, c'est une bonne qualité indéniable. Nous allons passer au film chrétien. J'ai vu Cabrini, des productions Sage. Biographie de Sainte Françoise Xavier Cabrini. Un film réalisé par Alejandro Monteverde, qui est venu ici, le réalisateur de Sound of Freedom. Bien sûr, pour présenter Sound of Freedom. Ah oui, très bien. Alors, c'est l'histoire d'une religieuse toute modeste et très bien malade de tuberculose. Nous sommes à la fin du 19e siècle. Nous sommes à la fin du 19e siècle en Italie. Et elle va voir son évêque et elle veut devenir missionnaire en Chine. Son évêque lui dit « Restez à votre place, ma petite ». Elle va quand même arriver à aller jusqu'au pape. Et le pape, avec sa grande perspicacité, se dit « Cette petite femme est tout de même étonnante, on va l'utiliser. Non, vous n'irez pas en Chine, mais par contre, j'ai besoin de quelqu'un en Italie, en Amérique, à New York, pour s'occuper des Italiens émigrés. » Et alors, elle arrive
en Italie. Elle arrive à New York et c'est épouvantable. Les Italiens croupissent dans les sous-sols de la ville. Les Italiens sont souvent très pauvres et ils sont considérés comme des citoyens de seconde zone. Et ils tombent dans un monde ultra-capitaliste où les pauvres n'ont aucune importance et sont traités comme des chiens. Y compris d'ailleurs par des récents immigrés, les Irlandais. Bien sûr. Et puis surtout les immigrés qui viennent plutôt d'Angleterre ou d'Allemagne. Surtout ceux-là qui règnent en maître sur New York à l'époque. Ne faisons pas allusion à une certaine religion, mais enfin, on ne peut quand même que constater. Et vous connaissez bien dans votre famille, ça se dit, et moi aussi. Et donc, si vous voulez, c'est un très beau film, c'est un film un peu dur au début, mais c'est un très beau film. C'est un film très féministe. Ceux qui sont pas très féministes, il faut mieux leur éviter cette... mais c'est un film très féministe, dans la mesure où, quand elle a bien réussi, quand elle a vaincu tous les obstacles, un évêque lui dit ma mère, vous devriez... Quel dommage que vous ne soyez pas un homme. Et elle répond ce que j'ai fait, aucun homme ne l'aurait fait. Donc, si j'ai fait, c'est précisément parce que je suis une femme. Je crois que c'est ça la réplique. C'est drôle. C'est bien vu, c'est bien amené. C'est très joli et c'est très bien. En tout cas, c'est du féminisme, mais pas caricatural. C'est du bon féminisme, exactement, Renaud. Merci de l'avoir dit. Et on attend un film sur Notre-Dame de Guadeloupe en décembre. Enfin, j'ai vu... j'avais mes petites filles avec moi, donc on a regardé le début de Coco, le dernier Walt Disney. Heureusement, Disney, c'est la décadence. Qui est une horreur. C'est la décadence de New York dont on parlait tout à l'heure. Un jeune Mexicain veut jouer de la guitare comme son grand-père, mais sa famille le lui interdit, car ce musicien avait plaqué sa famille, il faut bien le dire, et était parti sur les routes. Donc, le jour des morts, il va essayer de retrouver tout son petit monde au cimetière. Et alors là, ça donne lieu à une bacchanale avec des squelettes qui se déplacent. C'est laid, c'est très peu chrétien, en tout cas pas catholique du tout, et c'est anti-famille à un point. Les familles sont idiotes, l'autorité du père, c'est dangereux, enfin et la famille est contraignante. Et comme par hasard, la critique a adoré. Et ils ont le culot de dire, c'est ça qui est marrant, nous avons eu peur que Walt Disney change d'optique après les critiques qu'ils ont reçues. Mais non, pas du tout. Ils restent fidèles à leur ligne. Et on apprend, pas plus tard que la semaine dernière, que l'ancien graphiste des studios Pixar et Disney, Bolem Bouchiba, né dans les Deux-Sèvres, un site internet, qui a travaillé sur Les Indestructibles et Ratatouille, il est condamné tout simplement à 25 ans d'incarcération pour complicité de viol, agression sexuelle sur mineurs en récidive et complicité de traite d'êtres humains. Il demandait à des Philippines, il faisait des petits films aux Philippines, et des femmes caressaient le sexe des enfants en très bas âge. Alors, si vous voulez, des gens qui ont ce genre d'activité ne sont pas probablement habilités à faire un très beau cinéma. Donc, à dégager, voie 13. Voilà, oui, j'ai vu Vaiana 2, Vaiana 2, je l'ai vu dans une publicité. Je suis désolée, mais cette Tahitienne, faut quand même le faire pour faire des Tahitiennes laides. Les Tahitiennes sont belles, elles se présentent, elles sont toujours belles. Là, c'est une espèce de petite rabougrie courte sur pattes et avec des traits lourds. Pas belle, je suis désolée, pas belle. Elle va livrer un combat contre les méchants de l'île voisine, mais c'est un graphisme, encore une fois, qui n'est pas beau. Enfin, à la télévision... Un petit mot sur cette fameuse série policière. Nous avons vu Meurtre A. Et alors, c'est tout l'été, mais c'est encore sur Internet. Mais c'est toute l'année, même. Si vous pouvez... Ah oui, je ne savais pas que c'était toute l'année. Si vous pouvez aller le voir, vous pouvez le récupérer en replay.
C'est chaque numéro de cette enquête policière, il faut bien le dire. C'est une enquête policière est basée dans une région différente, dans une ville différente. Dans une ville de France. Alors, c'est quand même fabuleux parce que moi, je ne peux plus supporter les meurtres à New York, à Los Angeles et partout. J'en ai assez. Je veux être chez moi. Là, on a des vues superbes de la France. On a toutes les régions y passent. Le on a la ville du Pilat, on a la Corrèze, on a oui, tout. Le Nord, on a la Provence. Le cinéaste est fort. Alors, ça peut même donner des idées de vacances. Alors, en plus... Moi, j'ai vu Meurtre à Collioure. Et vous êtes dans une région... Non, pas encore, mais c'est une région que je ne connais pas et ça m'a donné envie de visiter. Vous avez raison. Ce qui est très amusant, c'est que le scénario a presque toujours le même schéma. Il y a un fait historique qui remonte à 400, 300 ans, 500 ans. Un fait historique, une légende locale. Oui. Et il y a un crime qui se greffe sur cette histoire avec les mêmes gestes, les mêmes... Oui, le cas typique, c'est un meurtre qui est commis selon la même méthode qu'un meurtre qui a été commis au XIVe siècle, par exemple. C'est ça. Et c'est assez amusant. Alors bon, il y a des lourdeurs. Il y a toujours la policière qui dit « moi, je ne crois pas en Dieu » et qui envoie péter les prêtres. Là, c'est un peu du lourd. Mais c'est très à la mode en ce moment, puisque vous écoutez Radio Classique tranquillement et vous entendez une publicité d'une nouvelle biographie de Spinoza. Et le sous-titre, c'est « L'homme qui a tué Dieu ». C'est quand même rigolo. On a envie de téléphoner en leur disant « Vous vous êtes pas trompé dans le sous-titre ? Ça fait longtemps qu'on le tue et il ressuscite toujours. » C'est insupportable, mais on prend quand même un coup de pied dans le ventre à chaque fois. Ils n'auraient pas osé dire « L'homme qui a tué Allah ». Ça n'existerait pas. La radio surtout, sauterait. Il serait plus là, surtout. La radio sauterait dans les 15 minutes. Mais bon, nous, il faut qu'on supporte ça. Mais à part ça, ce sont des petits... Ce sont des petits téléfilms toujours bien construits, avec de beaux paysages, de beaux décors. Et qui nous ont donné du bonheur à tous les deux. Exactement. Récemment, on a eu Meurtre à La Rochelle. Bon. Une ville magnifique. Et vous aurez une chronique aussi DVD, vous nous offrirez une chronique de DVD, Renaud, quand vous trouverez des éditions de DVD bonnes, quand vous les trouverez sur votre chambre. Des rééditions, bien sûr, de tous les grands classiques. Voilà. Et puis, je voudrais terminer sur une mise en scène des Noces de Figaro qui est passée à la télévision en septembre, proprement scandaleuse. C'était une rediffusion des Noces qui avaient été jouées à l'Opéra Garnier pendant la période Covid. Alors évidemment, on a imposé à ces pauvres chanteurs les masques. Donc on n'était plus tout à fait à Vienne, on était... ou en Italie, on était chez les Fous, chez Fellini. Évidemment, les 3 grands chanteurs, ou les 4 grands chanteurs n'avaient pas de masque, sinon ils n'auraient pas pu s'exécuter. Mais le premier drame, c'est que la comtesse, au premier acte, arrive en robe de chambre. Alors, pas le déshabillé 18e avec beaucoup de dentelle, non. La robe de chambre en pilou, et on a l'impression qu'elle va aller sortir sa poubelle, ou reprendre sa poubelle le matin à 7h. Deuxième problème, Chérubin arrive, il est en jogging, casquette inversée, rabat derrière, visière derrière, et en basket. Alors là, j'ai vu beaucoup de choses, mais Chérubin en jogging, non jamais. Une actrice merveilleuse, une chanteuse merveilleuse qui est Léa Descendre, extraordinaire en travesti, parce que c'est un rôle difficile. Il n'y a pas longtemps, on a eu au théâtre de la Porte Saint-Martin Cyrano Bergerac en survêtement. Et ben voilà. Et puis, le troisième personnage, c'est Figaro, qui a grand type, magnifique, voix somptueuse, tellement grand qu'on lui a mis des pantalons trop courts, il a des chaussettes blanches, et au bout de ces chaussettes blanches, des baskets blanches. Et alors là, ça m'a inspiré une phrase très vulgaire et très laide, mais qui signifie quand même bien ce que ça veut dire. Les Français se font niquer par la grande société Nike. Voilà, on obéit à Nike. Et je trouve que les metteurs en scène qui nous insultent avec ces bêtises, cet uniforme, on n'est pas dans un club de sport quand on est dans les Noces de Figaro. Mais ce qu'il y a d'amusant, c'est que l'actualité nous a montré Macron et sa cour pour aller voir un vrai roi, qui est le roi du Maroc.
Et dans sa cour, il y avait aussi des gens en basket. Et il y a une femme qui avait une femme dans une émission de genre Hanouna, qui a gueulé en disant on ne va pas voir son roi en basket. Alors j'ai été rassurée. Elle pensait comme ma petite personne, mais il faut quand même faire une bataille, il faut lancer une bataille contre la basket, parce que sinon ça va devenir très laid. La vie dans la rue va devenir très laide. Le maire de Bordeaux se promène bien en basket. Le maire de Bordeaux, mais est-ce une référence? Est-ce une référence? Merci beaucoup Renaud pour cette première émission de cinéma. C'est moi qui vous remercie, Anne. Au mois prochain. Au mois prochain, bien sûr. Au revoir chers amis TV Liberté.